News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Eh bien bonjour mes amis, nous sommes ravis de vous retrouver ce samedi 2 avril. Oui, on a échappé aux poissons, tant mieux pour nous, parce que sans ça on sait jamais. Hein. Surtout avec le monsieur que vous avez en face de moi, vous le connaissez, il s'appelle Roland, là aujourd'hui il est beau, il est tout rouge. Pourquoi j'allais dire vert ? C'est parce que tu es daltonien. Tu es en forme, tu es un homme vert, c'est très très bien, et puis en plus c'est un très bon jardinier, vous le connaissez. Nous sommes aujourd'hui le 92e jour de l'année, et il reste, je cite d'après les notes de Patrick Mulan, 23 jours avant la fin de l'année. Je crois que j'ai oublié un 7 sur mes notes, donc en fait c'est combien alors ? 273 jours avant la fin de l'année. Non, j'ai pas calculé, mais je te fais une totale confiance sur ce sujet-là. Fallait pas, puisque c'est moi qui me suis trompé. 13e jour du signe astrologique du Bélier. Oui, hein, c'est très bien d'ailleurs. Et ce n'est pas la journée du Bélier. Non, pourquoi ? Parce que tu sais, chaque fois on met une journée, etc. Et parce que c'est le 13e jour du mois de Germinal. Ah oui. Dans le calendrier républicain français, et qui est le jour de... de la morille. Oh là, qu'est-ce que j'aime ça. Wow. D'où la chanson de Georges Brassens, Gare aux morilles, qu'on a tous bien connue, c'était très joli. Tu as raison de dire Gare aux morilles. Pour quelle raison ? Oui, parce que certaines, il ne faut pas les confondre. Il y a les morilles et puis il y a des petits morillons qui ne sont pas forcément bonnes. Même pas. Ah bon, pourquoi t'aimes ? Parce que la vraie morille, toutes les morilles, oui, quand elles ne sont pas cuites, elles sont toxiques. Ah bah oui, mais qui c'est qui va manger des morilles pas cuites ? Toi, tu aimes bien les salades en tout, tu fais bien des salades de champignons de Paris crus. Oui, c'est vrai. Donc champignons on peut de manger Paris, de temps en temps des champignons crus. Ah ouais, mais quand on a connu la croûte aux morilles, c'est pas possible. C'est quoi la croûte aux morilles ? La croûte aux morilles, c'est une spécialité franc-comtoise avec des petits croûtons et une sauce à tomber par terre avec évidemment des morilles. Mais moi, je voudrais connaître comment on fait la sauce à tomber par terre. Je pourrais vous la faire lorsque vous viendrez la prochaine fois. Et c'est pour nos amis, là. Non, rien du tout. Ça se transmet de mère en fils. Donc c'est pour ça que ça va pas trop loin. Donc il faut aller en Franche-Comté pour manger de la croûte aux morilles. Les morilles sont bien sûr des champignons d'un genre qu'on appelle Morchella ou Morchella, puisque c'est CH. Les ascomycètes, ça te dit quelque chose ? Oui, ça me dit quelque chose. Il y avait les basidiomycètes, et les ascomycètes, c'est les copains. Alors, c'est pas les copains, c'est une autre voie dans la classification des champignons, parce qu'ils font des spores qu'on appelle des ascospores, c'est-à-dire dans des cellules de forme un petit peu globuleuse, qu'on appelle donc des asques. Et ces ascomycètes sont importants. Pourquoi ? Parce qu'on trouve là-dedans les pénicilliums, qui sont des champignons très utiles comme antibactériens pour se soigner. Et puis, malheureusement, on en a aussi quelques-uns qui sont des ennemis de nos cultures, et notamment Taphrina deformans. Alors, déformance, ça je vois à peu près ce que ça doit donner. Dis-moi ce que ça pourrait être, Taphrina. Déformance, ça sera plus facile pour trouver. C'est pas froid, non, c'est déformance, en tout cas ça doit déformer la feuille. Voilà. Champignon microscopique qui doit se poser sur le feuillage, qui déforme la feuille. Une rouille, un truc comme ça. La cloque du péché. Ah, la cloque du péché, c'est elle. Pourquoi elle ne s'appelle pas cloque du péché ? C'est plus simple. En français. Oui. Ces champignons morilles qui sont quand même très agréables à consommer, sont des espèces des pays tempérés. On en trouve pas partout, pratiquement en France, sauf dans le sud-sud, et ce sont vraiment des champignons de printemps, qui poussent plutôt à la lisière des bois. Et moi, je vais vous dire un petit secret, je n'en ai jamais vu dans la nature. J'en ai consommé parce que vraiment le goût est absolument sublime. Il y a pas mal d'espèces, la morille ronde, la morille commune, la morille côtelée, la conique, etc. J'aime bien dire des plantes parce que quand j'étais petit, on m'apprenait que c'était des plantes, mais aujourd'hui, les champignons, vous savez, sont vraiment à part. Nous avons aujourd'hui le 2 avril 1927. C'est la naissance de David Wills Robinson. C'est joli, hein ? Et il est né à Belfast. Voilà, c'était un botaniste irlandais qui a fait toute sa carrière dans la recherche et qui a travaillé énormément sur le contrôle des mauvaises herbes. Il a inventé des systèmes d'élimination, enfin de contrôle des mauvaises herbes, sans avoir vraiment des impacts trop importants, parce que c'est ce qu'on reproche souvent donc, au désherbage quand il n'est pas manuel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à sa retraite, il est devenu journaliste, et il a présenté des émissions à la radio, à la télévision, et il a guidé aussi des visites de jardin dans le monde entier. Il a parcouru plus de 70 pays, ce monsieur David Willis Robinson. Alors, il a inventé le désherbant ou la binette ?
Non, il a inventé, je pense, des systèmes plus naturels de modification du sol, etc., pour éviter que les herbes indésirables se développent. Et peut-être aussi des systèmes un petit peu écologiques à base d'hormones, tout simplement, d'origine naturelle. 2 avril, fête Alexandrine, ou Sandrine, qui est le diminutif. C'était une sainte italienne qui est décédée, la pauvre, en 1589. Et qu'est-ce que tu nous fais, la Sainte Alexandrine? Eh bien, la Sainte Alexandrine, on peut planter l'amandine, une super pomme de terre que je vous conseille. Moi, je vous dis, à la fête de Sandy, jardinier sème tes radis, ça serait le moment quand oui, même. C'est vrai. On peut commencer un peu avant. Et à la Sainte Sandrine, bleuit la vipérine. Ah, c'est joli ça comme plante. C'est un grand machin, là, un grand truc qui pousse et qui est... Ça, c'est Echium pininana. Oui, bah, la vipérine, quoi. Non. Ah bon? La vipérine géante, parce que la vipérine commune, c'est un sous-arbrisseau, une plante vivace, avec des fleurs bleues, mais pas en grand. Et quand on regarde, ça peut avoir un petit peu la tête, comme si un serpent qui allait essayer de vous manger. Alors, une question de JLO qui nous dit « J'ai des orchidées sauvages qui commencent à sortir au milieu de la pelouse, là où elles finiront par être éliminées par cette méchante tondeuse, un jour ou l'autre. Quand et comment les déplacer, si bien sûr cela est possible ?» Je ne le ferai pas parce que c'est extrêmement difficile de transplanter des orchidées, notamment des orchidées terrestres qui vivent dans un substrat bien défini et qui ont choisi de vivre à cet endroit-là. Le mieux, c'est de contourner avec la tondeuse ou de peut-être même laisser un petit peu, pendant quelques temps, l'herbe se développer autour de ces orchidées. Il faut savoir que toutes les orchidées sauvages de France sont protégées. Donc, le fait simplement de les arracher puis de les faire crever, normalement, c'est une opération interdite, illégale. Donc, il vaudrait quand même vraiment les respecter. Parce que le problème, on a beaucoup parlé dans cette antenne, de la mycorhize. Mais l'orchidée, elle est dépendante du champignon mycorhizien. Si jamais l'endroit où vous allez la transplanter, ce champignon se trouve dans des conditions écologiques qui ne sont pas favorables à son développement, elle va mourir. C'est mort. Et puis, quelle chance peut avoir JLO d'avoir des orchidées sauvages. Moi, quand j'étais jeune, j'allais à la chasse aux orchidées, tu sais, sur les plateaux lorrains ou franc-comtois, parce que c'est assez calcaire et on en trouvait quelques-uns. Mais c'était pas évident. Et c'était la grande joie de les regarder, mais pas les arracher, c'est trouver le lieu où ils étaient. Non, mais je comprends un petit peu JLO à sa pelouse. Et je pense qu'il ou elle, parce que JLO, on ne sait pas si c'est madame ou monsieur, avoir un gazon qui ressemble à un gazon. Vous utilisez tout simplement un coupe-herbe à fil. Et donc vous repérez les orchidées, vous faites un petit tour avec le fil, comme ça va vraiment la marquer, puis après vous passez votre tondeuse. Donc vous aurez effectivement des petites touffes comme ça, mais ces petites touffes, elles ne seront pas anodines, puisque ce sera des orchidées. Moi, c'est ce que je pense qu'il faut faire. Vraiment des plantes qu'il faut admirer, parce qu'en plus, comme disait Roland, si vous avez la possibilité de les regarder un peu en détail, vous allez voir, c'est vraiment génial. Vous n'avez pas la main verte? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Mes amis, nous allons parler de quelque chose qui va peut-être vous sembler incongru, du moins dans le contexte du jardin, mais qui a quand même son intérêt, d'autant que c'est un produit connu de tous, peut-être pas dans ses utilisations horticoles. Or, on en trouve de plus en plus couramment dans les jardineries et dans diverses marques bien connues d'ailleurs de produits de jardin. Je veux parler du bicarbonate de soude. Mon cher Roland, déjà, qu'est-ce que de faire du bicarbonate de soude au jardin, ça semble incongru. Ah oui, ça semble incongru, mais on l'a vu arriver dans les cuisines, puisque le bicarbonate, on le connaît. Bicarbonate de sade, c'est le marquis qui l'a inventé, le bicarbonate de soude, et on le trouve en grosse sacherie pour les cuisines, et maintenant on le trouve en tout petit conditionnement, qui coûte une blinde. Aussi cher que le gros sac. Qui coûte un peu plus cher, et donc c'est grâce à Monsieur Labbé qu'on a ce produit-là qui vient remplacer certains produits phytopharmaceutiques. Voilà, on va voir un petit peu l'efficacité, pas supposée, parce que sans ça, on ne pourrait pas vous le vendre à ces fins-là. Mais c'est quand même pas non plus le produit du siècle. Quand on entend ce mot-là, on a l'impression d'un produit super chimique. Bon, c'est effectivement un produit chimique, mais un produit chimique d'origine naturelle, puisqu'il est issu de matière minérale. Et c'est une poudre blanche, soluble dans l'eau,
Et on le trouve dans la nature sous forme d'agrégats au bord des eaux saumâtres, notamment en Afrique. Et c'est des sortes de cristaux. C'est d'ailleurs un truc aussi rigolo à savoir, c'est que au niveau des additifs alimentaires, il y a toujours des E quelque chose. Oui. C'est le E500. Ces additifs alimentaires ne sont pas forcément toujours des produits toxiques, des poisons, comme certains veulent bien vous le dire. De temps en temps, c'est des produits naturels. Alors, il sert de levure chimique pour faire gonfler les gâteaux. On met aussi parfois un tout petit peu de bicarbonate pour faire monter les blancs en neige plus facilement. Ça conserve la couleur de certains légumes et ça facilite surtout la digestion, ça réduit les acidités gastriques. Idéal pour les topinambours, hein. Si tu as déjà goûté les topinambours. Bah oui, moi j'aime bien le topinambour. C'est excellent, par contre après, si on a quelques flatulences, et le bicarbonate de soude est bien utile. On considère que c'est un produit antibactérien, antimicrobien, antifongique, et c'est là qu'on va y revenir, et un désinfectant, certains l'utilisent même comme du dentifrice. Au jardin, qu'est-ce que l'on va en faire ? Eh bien, on s'est rendu compte que ce produit, quand il était pulvérisé sur la plante, réduisait l'acidité naturelle qu'il y a à la surface des feuilles et qui favorise la germination des spores des champignons. Donc, en le pulvérisant, la dose, c'est en moyenne une cuillère à café de bicarbonate pour 1 litre d'eau. Sur les feuilles, alors elles doivent être sèches, des plantes, ça c'est important pour que ça tienne bien. Eh bien, avant, alors ça aussi c'est extrêmement important, c'est avant l'apparition de la maladie, eh bien vous allez réduire, on va dire, l'impact de ce champignon. C'est comme le lait, c'est préventif. Le lait, je suis extrêmement contre, pour une raison toute bête, c'est que ça caille et se décompose sur la plante et ça favorise à l'inverse après l'apparition d'autres champignons qu'on n'a pas forcément envie. En revanche, le bicarbonate ne fait pas ça puisque c'est une base minérale et sur l'oïdium, ça me semble avoir un certain intérêt d'utiliser du bicarbonate, mais vraiment, comme je vous disais, en préventif. C'est considéré comme une substance de base. Vous savez, les substances de base, c'est comme le sulfate de cuivre, comme le soufre, qui, au niveau européen, est aujourd'hui reconnu, qu'on peut l'utiliser à des fins horticoles, agricoles. Est-ce que c'est dangereux ? Je crois pas, non. Je vais te faire bondir. Oh ben non, puisque c'est naturel. Non, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de classement toxicologique. Donc, effectivement, c'est une substance, comme tu le dis, naturelle, mais surtout, ce qui est intéressant, compatible avec plus de 70 types de cultures, fruitières, potagères, ornementales. Bien sûr, il faut respecter les doses. C'est pour ça qu'il vaut mieux quand même acheter le bicarbonate, je dirais, horticole, entre guillemets, parce que là-dessus, on a fait des tests et on vous dit à quelle dose il faut vraiment l'employer pour que ça soit utile. Ce qui peut être aussi pas mal, c'est de le mélanger avec du savon noir pour avoir... pour le maintien. Exactement, donc ça fait une sorte de surfactant qui va permettre au produit de bien tenir sur la feuille, mais aussi d'avoir un effet insecticide, tout simplement. Oui, le savon noir insecticide, tout dépend des insectes alors. Non mais, vous savez, un insecte, c'est pas étanche. Un insecte, ça n'a pas de poumon, ça respire par une sorte de pénétration de l'air à travers son corps. Quand on met du savon noir dessus, ça fait une pellicule étanche et il s'étouffe tout simplement. C'est ça l'efficacité. Alors c'est important de l'expliquer parce qu'un jardinier amateur m'avait dit « mais tu comprends, tu mets du savon noir, il glisse ». Et ça fait glisser les pucerons. Et il tombe par terre, il se cogne et voilà. Bon, pardon, excusez-moi. Oui, excusez-le. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Maintenant que nous sommes bien au cœur du printemps, il est sûr que les choses s'activent un peu au jardin et que l'on a de plus en plus de choses nouvelles qui arrivent et qui sont intéressantes à vous raconter. Tu vas nous parler d'un pack, alors il faut l'épeler celui-là, c'est pack PET modiforme. Oui, je ne sais pas du tout ce que c'est. Tous les horticulteurs produisent beaucoup de pots pour cultiver les plantes et donc ces pots partent dans la nature, etc. Les petits pots en plastique, on en retrouve à peu près partout. Ah oui. Et ça, c'est un vrai problème et on ne sait pas comment le gérer. Il y a VG10, c'est un producteur de plantes qui est à Reims, il y a 19 hectares de serres, ils sont 160 personnes, ils produisent essentiellement des plantes à massif. Ils ont d'ailleurs une superbe jardinerie juste à côté à Reims. Ils ont commencé à travailler en disant on va trouver un PET
transparent vert. Les lumières rouges et les lumières vertes ne passent pas, ça déforme pas les racines. Ça permet par transparence de voir les racines. Le client qui va acheter ses plantes, eh bien, va se dire, ah bah oui, tiens, c'est enraciné, je les vois. Pas besoin de dépoter dans le magasin. C'est ce que je fais. Moi, je dépote même pour voir s'il y a quand même des racines dessous. Des fois, on a des problèmes. Et donc, ce produit Modiform va permettre de cultiver. Il est utilisé avec des produits recyclés et il est recyclable. C'est pas encore au top, mais on avance progressivement sur ce vrai fléau parce que ces petits pots, il y en a partout. Alors les petits et les gros, et puis l'ensemble de plastique que l'on peut utiliser au quotidien, que ce soit au jardin ou à la maison, il faut aujourd'hui vraiment se mettre dans la tête que c'est extrêmement pratique, mais c'est extrêmement polluant. On n'arrive pas vraiment à s'imaginer, mais le continent de plastique qui existe, qui est plus grand que la France, que du plastique. La dégradation du plastique, c'est pendant des siècles, et dans les océans, ce qui est catastrophique, et on avait vu ça au Canada dans un magnifique aquarium à Vancouver, si je me rappelle bien, il montrait comment ça se dégrade, et ça finit par faire des toutes petites particules de rien du tout, qui ressemblent, mais vraiment à du plancton. Et tous les organismes, poissons, tortues, etc., qui se nourrissent de plancton, avalent ça, ne digèrent pas, et ça pose des gros problèmes écologiques à ce niveau-là. Ce pack PET, faut dire PET, parce que sinon ça ne le fait pas. C'est du P. oui, je sais. On le trouve pour nous, les jardiniers amateurs ? Oui, on va le trouver, puisque VG10, qui alimente pas mal de magasins en France, de jardinerie, de magasins de bricolage, vont utiliser progressivement ce PET Modiform, et donc on espère que ça va se développer. Juste un rappel pour nos jardiniers amateurs, vous allez commencer à planter vos aromatiques, etc., on y reviendra, récupérez les pots s'il vous plaît, ne les balancez pas dans la nature. On les met dans la poubelle simplement pour le plastique. Oui. Sachez quand même que l'avantage du PET, c'est que c'est biodégradable par certaines bactéries. Et aujourd'hui, donc, on sait vraiment, lui aussi, le recycler. Donc, ça a encore un intérêt supplémentaire. Moi, mon information d'actualité, c'est pas quelque chose d'extrêmement sympa. C'est que les scientifiques viennent de découvrir encore une nouvelle espèce de ver plat qui serait potentiellement envahissante. Elle a été trouvée en France, elle a été trouvée en Italie, elle est originaire d'Asie. C'est ce qu'on appelle les platelmintes terrestres ou les vers à tête de marteau. Parce que ça a vraiment une tête comme un requin marteau. Les Obama. Alors, il y a les Obama, mais ça, c'est pas Obama, c'est Humbertium covidum. Donc, c'est une autre espèce. Pas grand, 3 cm seulement. C'est tout noir, celui-là. Et le problème, c'est que ça mange les escargots. Alors vous allez dire, ouais, c'est sympa, comme ça va éliminer des gastéropodes qui nous mangent nos cultures. Sauf que les escargots font partie de l'ensemble de l'écosystème. Ils servent de nourriture à plein d'animaux qui nous sont très utiles et qui sont utiles à la nature en général. Et que ces espèces qui n'avaient rien à faire chez nous, puisqu'ils sont originaires d'Asie, eh bien, prennent une place dans le biotope et peuvent vraiment créer des déséquilibres. Donc c'est embêtant. Il y a des sciences participatives, des expéditions sur le terrain, etc., qui sont faites pour essayer d'avoir une idée de l'invasion qu'il y a autour de ça. Mais attention quand même, si vous voyez dans votre jardin, vous l'éliminez tout simplement. Et je pense qu'il faudrait quand même le signaler aussi. Oui, c'est ça. Donc c'est le Muséum national d'histoire naturelle qui s'occupe de ça. Côté manifestation salon, sachez qu'aujourd'hui rouvre le château de Vaux-le-Vicomte. Il y aura une programmation spéciale autour des artistes du grand siècle. C'est aussi un des plus beaux jardins de le nôtre. Je pense que c'est, sur le plan jardin, à la française, c'est, à mon avis, l'archétype. Parce que quand on parle toujours de Versailles, c'est tellement immense. On ne peut pas en avoir une vision globale en un coup. En plus, vous avez tous ces bosquets qui sont fermés, etc. Donc Versailles, c'est autre chose. Mais si vous voulez vous donner une idée du génie de le nôtre, vous allez à Vaux-le-Vicomte, et surtout, je vais vous donner un conseil, vous retournez en permanence. C'est-à-dire qu'on va partir du château et on va vers l'infini. C'est un peu ça, ils ont créé cette perspective extraordinaire. Mais chaque fois, retournez-vous. Et vous allez voir une chose, c'est que le décor devient complètement différent. Et il y a aussi autre chose qui est extraordinaire à Vaux-le-Vicomte, c'est que ce sont des sortes de progression de niveau. Quand vous êtes à tel niveau, mettons au pied du château, vous avez une vue. Vous avancez un petit peu et tout d'un coup, vous découvrez autre chose. Donc c'est un jardin à la française, ça peut sembler un peu rigide,
Mais quand vous regardez bien, vous allez voir, c'est absolument passionnant. La semaine prochaine, le 7 avril, aura lieu le baptême de la tulipe dans un autre très beau château qu'il faut voir aussi, qui est le château de Cheverny. Ils vont avoir la tulipe château de Cheverny, qui sera baptisée ce 7 avril-là. Mais en même temps, ça fait des années qu'ils vous font un bandeau de tulipes de plusieurs couleurs. C'est des tulipes triomphe, toutes, donc des grosses tulipes. Il y en a 350 000. Je peux vous dire, ça le fait vraiment. On l'a vu, waouh. Alors, c'est pas que Kenoff, mais c'est original parce qu'en plus, il y a des arbres autour et tout ça. C'est un très, très beau château avec beaucoup de jardins aussi à voir. Ce qui est très rassurant, c'est qu'on commence à rouvrir un peu à droite à gauche. Ça y est. Oui, on va espérer, on croise les doigts évidemment, mais on peut espérer que la saison, elle sera normale ou pratiquement. Alors, coup de cœur, mon cher Oui, Jean. avec le site de cliniquedesplantes.fr, qui est un site totalement gratuit, et en 4 clics, vous pouvez avoir un diagnostic. Donc, quand vous ne pouvez pas aller sur Nous Jardin TV, ce que vous avez tort, mais admettons, vous allez sur cliniquedesplantes.fr, et là, vous mettez la photo, vous expliquez un petit peu tout ce qui ne va pas, vous avez un diagnostic automatique, et si jamais, c'est pas, ça sort du diagnostic automatique, et bien vous avez une réponse pratiquement sous 48 heures. Donc, c'est un site qui va vous apporter pas mal d'idées. Il y a aussi des vidéos à l'intérieur sur ce que faire au jardin, pas si bien que les nôtres, mais bon, il faut bien qu'ils progressent. La clinique des plantes, vous pouvez la voir parfois dans certaines fêtes des plantes aussi, avec des gens qui viennent vraiment vous donner des conseils en direct. C'est une très, 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 très bonne initiative. Moi, je voudrais faire un coup de gueule à l'inverse. J'ai reçu une information, communiqué de presse, nouveauté formidable, etc. Plantonique électroculture. C'est... Alors, je voulais te poser la question. Qui existe. Quand j'étais à l'école d'horticulture, il y a 2 siècles et demi, on nous expliquait que ça existait, ce truc-là, avec des gens qui mettaient des piquets un petit peu partout pour capter, alors soit, théoriquement, l'électricité du sol pour dynamiser les plantes, soit pour capter tout simplement aussi l'électricité des orages. Là, on vous vend une petite boîte qui fait normalement une stimulation naturelle de vos plantes via des électrodes. C'est à peu près aussi pipeau, vous voyez, que les émetteurs d'ultrasons pour éloigner les rats ou les taupes dans les jardins. Vous voyez, c'est à peu près du même genre. Ah, ça les fait réagir quand même. Les taupes réagissent. Bon, mais les taupes, elles restent dans les jardins. Avec ça n'a jamais fonctionné non plus, ce truc-là. Donc, moi, je vous dis, bon, je trouve ça pipeau. Faites attention à tous ces trucs extraordinaires dont on vous rebat les oreilles, on vous dit c'est formidable, c'est des trucs qui sont éculés, qui existent depuis des années, ça n'a jamais fonctionné vraiment, parce que si ça avait fonctionné, il y a belle lurette qu'on le saurait. Donc je m'arrête de râler, et on va se calmer, et on va écouter, et ça c'est important, les messages de nos chers annonceurs. On en a besoin, puisque vous pouvez nous regarder gratuitement. Nous, il faut bien qu'on puisse produire aussi notre programme. Prendre soin de son jardin n'a jamais été aussi facile avec Oriange 3 en 1, la nouvelle innovation Solabiol. Grâce à la technologie de l'hydrodistillation, Oriange 3 en 1 utilise toute la puissance de l'huile essentielle d'orange. Sa formulation permet de combattre efficacement les insectes, les acariens et les maladies en neutralisant leurs cellules. Oriange 3 en 1, c'est le geste simple pour prendre soin de son jardin. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre 2 cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut, mettons plus de vie dans nos vies. Un coup de fil de Royaume Sarah. C'est joli comme pseudo. Oui, c'est la deuxième fois qu'on l'a, oui. Alors c'est Royaume Sahara. Oui. Moi je dis Sahara, mais je la prononce à la Johnny. Pourriez-vous nous parler de l'influence des microclimats sur les plantes? C'est une très bonne question, ça. Oui, c'est une tellement bonne question qu'on pourrait en faire une émission entière et en parler sans arrêt. Ce qui est difficile avec les microclimats,
c'est justement que, par définition, c'est des conditions climatiques spécifiques limitées à une toute petite zone et dont la particularité est d'être distinct du climat général ambiant. Mais dans un jardin, il peut y en avoir des dizaines. Des tonnes. Il suffit par exemple d'avoir un angle de mur, il suffit d'avoir même une plante d'une certaine importance et puis d'en mettre une autre à côté pour qu'il se crée à chaque fois des microclimats. C'est comment cette création de microclimats? C'est déjà bloquer le vent dominant. C'est parfois favoriser l'exposition au soleil ou au contraire, dans les régions très ensoleillées, d'apporter un peu d'ombre à d'autres végétaux. Mais comment les définir et surtout comment les percevoir, ça, c'est pas évident. Non. Par contre, ce que le jardinier amateur doit prendre en compte, c'est de considérer la plante dans son état, c'est-à-dire que nous, s'il fait froid, nous remettons un anorak, s'il fait chaud, on va boire un coup. La plante, c'est pas son cas, elle est extrêmement sensible à ces microclimats, et ça, on n'y fait pas gaffe. Et quelquefois, il est préférable de déplacer une plante d'un endroit à un autre, parce qu'elle va reprendre plus facilement, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, mais peut-être qu'on est dans un champ de courant d'air, etc., et donc ça va très vite. Je suis 2 millions de fois d'accord avec lui. Pour la bonne raison, c'est que vous avez dû le constater dans certains jardins. Vous avez la limite de votre propriété qui est séparée du voisin par un mur. De votre côté, vous avez planté, on va dire un lilas ou un forsythia. Il fleurit très bien. Et de l'autre côté du mur, votre voisin a fait de même et il ne fleurit pas. Et bien c'est ça un microclimat. C'est que de votre côté, les conditions sont favorables à la plante, de l'autre côté, elles ne le sont pas. Quelle est la solution? Il l'a dit juste avant, déplacer une plante. Lorsque vous avez un végétal qui refuse d'avoir son comportement normal, je dirais, commencez d'abord par le déplacer. Parfois, il ne faut pas grand-chose. Parfois, 1 mètre, 2 mètres. Il faut comprendre comment ça fonctionne dans un jardin. Parce que nous ne sommes pas plantés 365 jours par an et 24 heures sur 24 au même endroit. Donc, quand on passe dans notre jardin, nous n'en avons qu'une perception, je dirais, rapide et superficielle. Alors que la plante, elle est là, et donc elle est agressée éventuellement par ce que Roland vous a dit, un petit courant d'air, un petit filet d'air, ça suffit, qu'on n'a pas perçu, mais qu'elle subit. J'avais une question il y a très longtemps, lorsqu'on avait, tu sais, les haies du Thuya du Canada. Oui. Et la question était, je ne comprends pas, je les ai plantées en même temps, il y en a 2 au même endroit qui ne vont pas. Pour moi, c'est incompréhensible. Parce qu'on s'assimile, nous, en disant, ben oui, c'est normal, on a tout planté, donc tout devrait pousser correctement. Ce sont des individus et qui perçoivent les choses de façon différente. Eh bien, c'est très, très, très bien dit, tout ça. Vous cherchez la petite bête? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Mes chers amis, je vous propose aujourd'hui de bricoler sérieusement et de faire des choses qui sont peut-être pas 100% jardinières, mais qui prennent une importance capitale dans un jardin. Je veux parler des dallages et on va essayer de vous expliquer la pose des dallages, à quoi servent ces dallages. On peut faire autre chose pour les allées, pour les terrasses, pour toutes les circulations, que mettre des dalles. Mais l'avantage des dalles, c'est que c'est très durable. Surtout si c'est de la pierre, on va dire que c'est quasiment impossible de les détruire. Imputrescible. Ah oui, alors imputrescible déjà. Non, mais je veux dire même que l'érosion d'une dalle en pierre de 2 cm d'épaisseur, ça va demander quelques siècles quand même. Donc, on fait ça pour avoir un jardin durable. Le défaut du dallage, c'est que l'on crée ce qu'on appelle une surface imperméable. Il faut en tenir compte. Donc, vous pouvez aussi avoir des dallages dont la pose est sur du sable, directement, avec des joints qui soient en gazon ou avec des petites plantes couvre-sol, de manière à ce que l'eau s'infiltre bien. Si vous avez la volonté de faire plutôt un dallage tout en dur, il faut donner une petite pente pour que l'eau puisse ruisseler vers le jardin. Vous donnez évidemment une pente vers le jardin.
Est-ce que tu mets des dallages? Oui, bien sûr. On a eu une évolution du jardinier amateur qui avait commencé avec les pas japonais. Et là, comme tu le dis, c'est des pas posés, c'est les premières dalles. Et puis, le jardin, depuis une quinzaine d'années, c'est bien minéralisé parce que c'est pratique, les dalles. Et le côté pratique, c'est quoi? C'est que l'herbe ne repousse pratiquement pas. Donc, on a tendance à couvrir de plus en plus d'espace en dalles. C'est dommage, comme tu l'as dit, parce que le sol n'est plus imperméable. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, les dalles sont quand même bien utiles. Nous, au potager, par exemple, eh bien, on a utilisé encore nos vieux pas japonais. On en trouve des super sympas maintenant. Hein. Alors là, c'est même pas du sable, je les pose directement. Alors évidemment, ça demande un travail quand même. La couche de sable est bien pratique parce que ça permet d'avoir un niveau correct. Ça évite en passant d'avoir une dalle qui est à peu près un peu bancale. Un peu plus stabilisée. Vous avez beaucoup de choix au niveau des pierres naturelles. On va parler essentiellement des pierres naturelles. On pourrait parler aussi de dallage en bois. Peut-être qu'on y reviendra parce que c'est complètement différent de faire une terrasse en bois. Les moins chers des dallages naturels sont des calcaires durs. Des pierres claires qui sont assez agréables à voir par rapport à des feuillages foncés. Le défaut, c'est que c'est gélif et que sous l'effet du gel et surtout du dégel, l'alternance gel-dégel, ça a tendance à se casser superficiellement. Ça vous fait des espèces de copeaux en surface et c'est pas forcément très, très joli. C'est un peu banal aussi parce que c'est du dallage bon marché, donc on en voit énormément. Moi, je le conseille plutôt dans les régions aux hivers assez doux et aussi dans les régions où le calcaire est naturellement présent parce que la couleur va bien s'harmoniser. Le porphyre, qui est une pierre qui est un peu comme du granit, a l'avantage d'être soit vert, rose, bleu, noir, donc on en a plein. Et quand on fait des petits pavés ou des plaques sciées, c'est rarement en opus incertum. Je vais vous parler après de ça, comme opus rosatum, opus romain, ce que ça veut dire. Ça, c'est très esthétique, c'est très très cher. Et le défaut, c'est que ça n'existe pas en gros morceaux. Or, un joli dallage, ça doit être surtout fait avec une base de grandes pierres. Si vous faites, comme on le voit souvent dans les supermarchés, vous avez des palettes entières de trucs, c'est des petits morceaux qui font 30 cm. Il n'y a rien de plus moche que ce type de dallage. Pour que ça soit joli dans un jardin, il faut que vous ayez au moins des dalles qui fassent 60 cm et des petites, mais il faut qu'il y en ait des gros. Sinon, c'est pas joli. Le grès, c'est peut-être le bon compromis entre le calcaire et les quartzites. Les quartzites qui sont, on va dire, de très haut de gamme en dallage. Le défaut des quartzites, le quartzite, ça ressemble à du granit. Mais quand il faut le retailler... Oui, là, c'est réservé aux professionnels. Non, il faut louer des scies spécifiques avec des lames au carbure qui sont complètement en permanence alimentées en eau de façon à ce que ça ne chauffe pas de trop. Ça marche très bien pour prendre son temps. C'est vrai que quand on est jardinier, on attend plutôt un produit fini pour éviter de recouper. Si on peut s'arranger, c'est bien. On ne peut pas toujours le faire, notamment quand on fait de l'opus incertum. Alors, ça tu me donnes la voix pour parler de ça. C'est marqué, hein, c'était prévu. C'était prévu. Il y a deux grands type de pose de dallage. L'opus incertum, c'est de la dalle qui a été cassée, et donc on entend incertum, donc ça veut dire que c'est indéfini au niveau de la forme. Et donc on va faire ce qu'on appelle un appareillage en essayant de trouver des dalles qui vont faire une sorte de dessin avec au milieu les joints. C'était très très à la mode dans les années 70-80. Je pense qu'aujourd'hui c'est dépassé et on est plus vers l'esprit de ce qu'on appelle l'opus romain. C'est des dalles qui sont sciées, soit carrées, soit rectangulaires, de tailles différentes, et que l'on va appareiller de manière à ce que les joints ne soient jamais alignés. Donc ça, c'est la base même. On va poser les dalles de façon à ce que soient toujours en quinconce, et ça, surtout quand il y en a des grandes, c'est quand même très très élégant. Et puis il y a les pavés. Oui, le pavé. Alors la classique, j'avais trouvé d'ailleurs un pavé en pierre reconstituée. Parfait, tu as l'impression d'avoir un pavé, finalement c'est des dalles. Par contre c'est difficile à poser parce que si les joints sont mal faits, eh bien tu vois que c'est des dalles en pavé, donc ça fait très moche, au contraire ça fait l'effet contraire. Donc là il y a un vrai boulot quand même de professionnels. Moi je suis pas contre la pierre reconstituée, bien au contraire, notamment dans des marques style Bradstone. Moi je fais de la publicité gratuite, parce qu'ils ont réussi, mais en utilisant des moules qui avaient été fabriqués sur des vraies pierres, et avec des coloris qui sont d'une grande subtilité, de vous faire vraiment des dalles qui ressemblent, mais à s'y méprendre, à de la pierre, et qui en plus vont se patiner avec le temps. On en a pas mal, nous, au jardin. Vraiment, on est satisfait de ça. L'avantage, c'est la régularité de l'épaisseur. Ah oui. Ça veut dire que
quand on fait par exemple toute une terrasse, il suffit de décaper à la bonne profondeur. On va mettre des cailloux pour que ça soit un petit peu stabilisé. On va mettre une première petite chape et puis là-dessus on va poser ses dalles. Donc, après, pose sur sable ou pose sur béton? Alors, pour le jardin, pose sur sable. Ça paraît logique parce que dans le jardin, ça va bouger. On va moduler. Si je parle d'un point de vue jardinier, les allées peuvent changer de place en fonction de notre envie, des plantes qu'on va installer. Donc, sur sable, on est tranquille. Par contre, béton maigre sur une terrasse, oui, ça semble obligatoire parce que dès qu'on a des dalles, et en particulier des dalles en béton reconstitué, on a intérêt à avoir une surface assez plane. Sinon, ça joue avec le temps parce qu'on a des passages qui sont toujours identiques et là ça va se tasser et c'est toujours embêtant. Alors il y a une chose toute bête à dire, si vous voulez faire du dallage posé sur sable, alors là il faut prendre des choses grosses et lourdes. Par exemple des grosses dalles qui font 5 cm d'épaisseur, qui pèsent 40 kg chacune, elles auront plus de difficultés à bouger en étant sur le sable que des petits trucs épais de 2 mm qui ne vont pas vraiment durer dans le temps. Une chose qui pourrait être tentée et que je vous déconseille formellement, c'est de faire des pas japonais en bois. Oh là, j'ai testé pour toi le pas japonais en bois. C'est une patinoire. D'une part, d'autre part, ça tient très mal. Les herbes indésirables vont pousser entre parce que si tu as mis du sable, il faut enlever le truc. Et puis, tout dépend du choix que tu as fait dans ton bois parce que ça pourrit très, très vite. On peut prendre du robinier, on peut prendre des bois comme des châtaigniers aussi qui tiennent quand même le coup. Mais le bois se fissurant, effectivement, la moindre fissure suffit pour que l'herbe arrive au milieu, etc. Une chape entre 10 et 20 cm sur le hérisson. Vous mettez un grillage pour éviter les fissures, et surtout, n'oubliez pas, un joint de dilatation tous les 3 à 6 mètres dans le sens transversal de l'allée, de manière à ce que votre dallage puisse jouer avec les différences de température. Bon, il y a énormément de choses qu'on pourrait dire. Tu veux encore ajouter? Un dernier bon conseil, quand vous êtes pendu, vous faites appeler un paysagiste, il fait ça très bien. Toujours le bon sens de Monsieur Roland. Bonjour Marie. Marie qui a laissé une question sur News Jardin TV et qui dit « Mon camélia fait des feuilles jaunes, je ne comprends pas. Pourquoi, monsieur Patrick ?» La plupart du temps, le jaunissement d'un camélia vient du fait qu'il est planté dans un sol alcalin, on va dire calcaire, et qui nous fait ce qu'on appelle une chlorose. C'est pas toujours le cas. Ça peut être aussi le fait qu'il soit planté à l'inverse 100% dans de la terre de bruyère et qu'il est en train de vous dire « Au secours, j'ai faim ». Donc la décoloration n'est pas la même. Lorsqu'une plante a une carence alimentaire, si je puis dire, la décoloration va être une sorte de dégradé sur le bord des feuilles. Le jaunissement est là. Sur la chlorose, on a quand même quelque chose de beaucoup plus régulier dans le jaunissement et surtout, les nervures restent toujours bien vertes. En plus, vous le savez. Vous savez très bien si vous avez planté votre camélia dans la terre du jardin ou au contraire, si vous l'avez planté dans la terre de bruyère. Donc vous avez les deux solutions qui sont différentes. Un camélia qui a faim, on va le nourrir, on va lui donner un peu d'engrais. Et puis, en revanche, un camélia qui, lui, se trouve dans un sol trop alcalin, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est embêtant. D'abord, il faut faire une analyse de terre quand on fait ça. Oui. Est-ce qu'on connaît bien la terre de son jardin? Ça, c'est capital. Même si on est des pros, je sais que tu l'as fait chez toi, je l'ai fait à la maison. C'est important de connaître bien la structure du sol. Ça nous permet d'éviter les erreurs. Si c'est le cas, moi, je déplante. Clairement, j'arrache, je déplante et je vais replanter. Même en pot, si vous êtes dans une région très calcaire comme la nôtre, et on la met en pot, dans un gros pot. Après, il y a d'autres contraintes avec le pot, bien sûr, l'arrosage, etc. L'arrosage, et puis le fait que la plante ne va pas forcément se développer aussi largement qu'elle l'aurait fait si elle avait été en pleine terre. On va rester les deux pieds sur terre. D'accord. On va se reposer quelques secondes pour écouter une petite page de publicité. Pour une récolte abondante et de qualité, choisissez la gamme d'engrais Solabiol, potager et verger, utilisable en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos cultures ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez.
2 à 3 apports dans la saison suffiront. Solabiol, le partenaire de votre jardin nourricier au naturel. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Nous sommes arrivés, mon cher Roland, à la période cruciale du travail intense dans le jardin. Et que vas-tu faire dans la semaine qui nous attend, donc jusqu'au 9 avril prochain? Eh bien, je vais commencer par planter les pommes de terre. C'est tard, tu vas me dire, Non. je sais. Bon, ça va, il me l'a pas dit. Non, parce que on plante les pommes de terre lorsque fleurit le lilas. Oui, Donc c'est à peu près le bon moment, là. on est à Oui. peu près dedans. Alors bon, nous on se fixe comme base début avril, parce que tu as raison, le lilas, il a pu être en avance, en retard, etc. Mais on est à peu près à la bonne date. Et surtout, une fois que ça lève, si on a un coup de froid, ça m'est arrivé quelquefois de suivre ce que font les magasins, de dire « Ah, février, tiens, je vais planter ». Alors, au début, tu fais toujours la gagate. La gagate, c'est une erreur. et tu plantes et tes patates sortent et fla, un petit coup de gel là-dessus et puis tu peux recommencer. Donc, c'est toujours dommage, on perd du temps. Donc là, je plante les pommes de terre. On ne les plante pas en rang à la maison. On les plante comment? On les plante un peu dispersés. À la mode de chez nous. À la mode de chez nous, voilà, c'est ça. On les plante un peu dispersées. Pourquoi? Parce que d'abord, elles sont perdues au milieu. C'est notre principe. On plante tout partout. Le rang est pratique pour l'arrachage, mais on n'en a pas des quantités industrielles. On a une dizaine de plants qui sont... une vingtaine de plants qui sont répartis dans tout le jardin. Ça fait de la confusion, puisque comme ils sont perdus au milieu des autres plantes, les doryphores, il faut qu'ils cherchent. Hein. Donc ça limite les dégâts. Alors, plusieurs questions. Technique de plantation, tu mets un tubercule ou plusieurs tubercules? Un tubercule, moi je suis un peu rat, et donc je mets un seul tubercule, ouais, un petit trou, bon là c'est facile, hein, avec un plantoir. Oui, mais il faut quand même planter assez profond. Ouais, je plante à quoi? La hauteur du plantoir, à peu près. Tu vois, le plantoir fait 15 cm, je mets presque 10 cm de terre par-dessus. De toute façon, on va les rebuter après, donc autant les couvrir tout de suite. Et est-ce que tu apportes quelque chose au sol, spécifiquement pour la plantation de la pomme de terre? Non, à aucune plante, parce que ça a été fait déjà en automne. On a rajouté du compost. J'ai récupéré un engrais naturel de chez Secret Vert. Faut pas dire la marque, mais je te le dis. Et donc, j'en ai mis également. Donc, en fait, le travail du sol a été fait avant. Je mets pas spécifiquement pour chaque plant un engrais. Donc, ça te fait gagner du temps. C'est quand même une bonne idée. Bon. Alors, nous, on avait fait dans un pot. Ah oui. Un grand pot. Il y a une vidéo complète. On va vous montrer ce qu'on a fait depuis le début jusqu'à la récolte. C'était assez rigolo. La deuxième question que je voulais poser à Roland, c'est quel type de plant tu achètes? J'ai fait la liste parce qu'on a quand même nos préférés. On viendra sur les pommes de terre la semaine prochaine ou dans 15 jours, parce qu'on fera tout un sujet là-dessus. Non? Est-ce que tu achètes des plants germés? Est-ce que tu achètes... J'achète systématiquement chaque année mes petites clayettes. Alors, pas clayettes, parce que je suis très content maintenant. On a des petits sachets, mais du plant certifié, bien entendu. Je récupère pas des pommes de terre de l'année précédente. J'achète du plant certifié. Et on a des marques là maintenant qui nous les font par 10 ou par 15. Et nous, ça nous va bien. Alors bon, des fois, on en a un peu plus, mais on en refile aux voisins, c'est pas grave. Mais ça nous permet d'avoir plusieurs variétés. Oui, alors ça, c'est une très très bonne idée, parce qu'en fait... à moins d'avoir vraiment un jardin vivrier, la plupart du temps, on ne cultive pas non plus des centaines de kilos de patates. Il y a 3 présentations de plants de pommes de terre. Il y a le plant classique, donc dans son petit sachet. Il y a le plant germé, qu'on va avoir plutôt dans des petites clayettes, qui fait gagner du temps, parce qu'il y a déjà le germe, il faut faire attention. Et il y a le top niveau, qui est le plant germé dressé. Il a été posé un par un dans le bon sens, etc. Ouais. Bon, on va dire que les plants germés, c'est déjà pas mal. Vous pouvez acheter ça. Et comme disait Roland, je réinsiste là-dessus, on achète des plants dans le commerce parce qu'ils sont contrôlés, ils sont garantis au niveau variétal déjà, mais aussi au niveau d'une indemnité totale par rapport aux maladies et notamment aux virus qui sont très embêtants sur les plantes potagères. Autre chose, mon cher Roland? Bah oui, les semis, là, on est dedans. Ouais. Les potirons. Je vais commencer, donc on va voir. Ah oui, je sais. Oh, dans la serre, on commence à faire. Oui, parce qu'on se fait avoir chaque fois. Les cucurbitacées, normalement, il faudrait une vingtaine de degrés pour être sûr d'une bonne germination. Donc le mieux, c'est quand même de commencer dans la maison ou dans la serre, mais en fait, on est quand même au début avril, ne découvre pas d'un fil. Oui, c'est vrai. Il peut y avoir des moments un peu froids. On a tendance à semer les courges, mais si on les sème trop tard, on est chaque fois en décalage. Donc c'est pour ça qu'on les fait un peu en avance à la maison ou alors dans la serre. Toi, tu fais pas de melon?
Un petit peu, si. Il faut de la chaleur quand même. On a le melon de Lunéville qui pousse très bien, je te le rappelle, un très beau melon. Et donc nous faisons du melon. C'est après, c'est dans la culture où la différence se fait. Même si on achète des plants, c'est pas le problème, c'est après. C'est est-ce que l'année sera bien chaude ou pas. Voilà. L'an dernier, par exemple, les melons, ils avaient un goût de courge. Oui. Exactement. Ça arrive. Tu m'as marqué planter les artichauts, oui, mais là il faut préparer le sol. Hein. Je vais préparer le sol. Je me suis fait avoir au printemps dernier où ils ont quasi tous gelé. Il m'en reste 2 rogatons qui ont bien du mal cette année à redémarrer, donc je vais en replanter parce que avec 3 pieds pratiquement, on a de quoi se nourrir pendant, on va dire, un mois à manger des artichauts tous les soirs. Ça pousse très bien, en tout cas chez nous, mais ailleurs dans tout le reste de la France, à partir du moment où on a du soleil. Et là, oui, il faut préparer le sol un petit peu plus largement parce que même si le pot est petit, le pot de l'artichaut, on trouve des godets de 1 litre à peu près avec déjà des artichauts développés, on fait beaucoup plus large et puis là, je rajoute un petit peu de terreau à la terre de plantation. C'est très très bien. Alors moi je vous conseille aussi de couper les tiges des fleuris des bulbes de printemps pour qu'ils ne forment pas de fruits, de façon à ce que, notamment les narcisses qui se naturalisent très très bien, si vous coupez les hampes florales lorsqu'elles sont des fleuries, eh bien ils vont faire des bulbilles en plus grand nombre et ça va vous faire vraiment des très très belles cultures petit à petit. Si vous voulez être sûr d'avoir du muguet au 1er mai, ça serait malin de mettre une petite cloche sur les touffes de muguet parce que ça va les aider à fleurir plus rapidement. Je suis étonné qu'il ne m'ait pas dit je paille le sol de mes massifs. Ah mais tu rigoles, c'est fait là. J'ai pas dû en parler la semaine dernière déjà ? Non. Ah bon, alors on le fait progressivement. J'aurai bientôt plus du tout de terre à retourner parce que je pense qu'on va arriver à tout couvrir, à tout pailler. Compost de mi-décomposé, coque de cacao, paillettes de lin ou paillettes de chanvre, mulch d'écorce, enfin tout ce que vous voulez qui peut le faire. La binette, c'est le moment, on en a déjà parlé, mais ça pousse. Donc essayez d'intervenir le plus tôt possible sur les mauvaises herbes parce que comme ça le travail est moins désagréable. Et puis le printemps c'est humide, donc on met un petit peu d'appât anti-limaces si on veut éviter quelques dégâts. Et puis oui, fertiliser quand même les plantes de la maison, c'est quand même un bon truc à faire en ce moment. Et je voulais vous dire, et ça c'est le plus important, vous allez voir, que lundi 4 avril, ne jardinez surtout pas entre 7h55 et 18h10 parce qu'il y a un nœud lunaire ascendant. Nous allons lire, nous allons surfer, ça va être très sympa, je n'en doute pas. Qu'est-ce que tu surfes là ? En Australie ? Oui. Wow. J'allais te dire, je peux pas aller sur Instagram entre 9h et 23h, donc à cause du nœud gordien. Oui, je suis allé en Australie pour voir le site de Jen Jones Landscapes. Donc, c'est un paysagiste qui habite là-bas. Ça doit être une, je pense, parce que Jen... Ouais, puis il y a Jones. Donc, à mon avis, ils sont tous les deux. C'est pas son nom de famille, Jones ? Mais écoute, je ne sais pas parce que j'ai vu surtout des photos de magnifiques paysages. Alors de jardin, on en parlait tout à l'heure avec Lédal, c'est qu'on a une minéralisation souvent du jardin. Pas chez lui ou chez elle à Mornington, près de Melbourne en Australie, eh bien, il est dans le végétal à fond. Il est dedans, ça fait 18 ans qu'ils font ça. Jen Jones Landscape travaille en collaboration avec les clients pour avoir vraiment des jardins qui sont complètement compatibles avec le végétal. Leur priorité, c'est le végétal. Et de fait, lorsqu'on regarde les photos, eh ben, on voit pratiquement pas de minéral. Ils font des associations de plantes et c'est très très joli. Puis ça nous permet de voyager jusqu'en Australie. C'est le problème du climat de Melbourne est un peu quand même différent de celui que nous avons en France. Nous, on a la chance d'aller visiter cette partie de l'Australie. J'ai 2 livres, ils sont sur la table. Roland, il va vous les montrer. On va avoir Madagascar. Alors pourquoi est-ce que je vous présente Madagascar ? Ah oui. Qui n'est pas du tout un livre de jardin. Tout simplement parce qu'il a été fait par une photographe extraordinaire qui s'appelle Lauren Bennery et qui a consacré tout son travail à la promotion de la nature. Ce livre, qui est un guide de voyage pour aller à Madagascar, il faut bien le savoir. En fait, c'est un véritable guide naturaliste. On va vous montrer des paysages, mais vous allez rencontrer les grands baobabs qu'il y a là-bas, voilà, qui sont tout à fait particuliers. Vous allez rencontrer énormément d'animaux. La qualité de travail et des photos est remarquable. C'est un livre vraiment très très agréable. Ça s'appelle tout simplement Madagascar. C'est chez Glénat. Ça vaut 25 € et moi j'ai pris un plaisir magnifique. Et je peux vous dire aussi, bon, si vous avez envie de faire un vrai voyage 100% naturaliste,
intéressez-vous à cette île. Il y a une végétation endémique extraordinaire à Madagascar. C'est un endroit où vraiment on peut avoir envie d'aller, avec beaucoup aussi de parcs nationaux. Ils ont quand même cette idée d'essayer, je dis bien d'essayer parce que c'est un pays malheureusement très très pauvre, de protéger leur nature, et on espère qu'ils le feront très bien. Donc Madagascar de chez Glénat, je vous le conseille vraiment. Là, nous allons passer à un deuxième livre beaucoup plus terre-à-terre, si je puis dire, très proche du travail de Roland, un Mon potager sans déchets. Blaise Leclerc est un auteur habitué des éditions Terre Vivante. C'est quelqu'un qui produit beaucoup. Le livre est simple, il est pratique. C'est une sorte de guide progressif pour vous guider petit à petit à arriver à ne pas faire de déchets ou ne pas avoir de déchets dans votre jardin. Donc avec les 5 R, tu les connais les 5 R? Rotation? Non. Non. Bon, alors. Refuser. Donc refuser d'utiliser des produits qui ne sont pas adéquats. Réduire, réutiliser, réparer et recycler. D'accord. Donc l'idée, c'est d'arriver à une sorte d'autonomie, d'autosuffisance. Alors est-ce qu'on peut y arriver vraiment? On en parle beaucoup de ce truc-là, je suis pas sûr, mais vous voyez, par exemple, il y a économiser l'eau, bon, bah, c'est évident. En tout cas, on peut faire attention déjà. Ce livre est simple, ce livre est intéressant, il est chez Terre Vivante. Là, on va passer à une autre rubrique. C'est la question de Frédéric. Qu'en est-il du chaulage des arbres fruitiers? J'ai voulu acheter du lait de chaux dans une jardinerie. J'habite en Suisse, mais cela ne se fait plus. Est-ce contre-indiqué ou peu efficace? Alors, il y a déjà une erreur dans l'expression. Lorsqu'on parle de chaulage, c'est incorporer de la chaux dans le sol pour modifier le pH et pour décoaguler aussi l'argile. Là, ce qu'on voit avec la question de Frédéric, c'est ce qu'on appelle le badigeonnage. Oui. C'est qu'il va simplement enduire le tronc des arbres avec du lait de chaux. Je ne sais pas pourquoi ça se fait plus en Suisse, ou peut-être qu'il n'a pas bien regardé. En tous les cas, en France, ça se fait, il n'y a aucun problème. On trouve facilement du badigeon sous le nom de blanc arboricole, tout bêtement. Oui. C'est une préparation 100% naturelle, donc elle est totalement autorisée dans notre pays. Elle a 2 rôles plutôt antiparasitaires, c'est-à-dire que les insectes qui viennent hiverner dans les anfractuosités des écorces vont être éliminés, ou du moins ne vont pas pouvoir rester là avec le blanc de chaux. Et je pense que de toute façon, ça va faire un peu comme on disait tout à l'heure, le savon noir, ça va leur faire une pellicule étanche qui va les empêcher de respirer. Et puis, ça a une utilité quand même contre les spores des champignons parasites qui aussi se nichent sous les écorces. On le fait généralement en hiver, en badigeonnant complètement le tronc. C'est, je vais dire le mot, même si je ne devrais pas, mais c'est dégueulasse ça à faire. C'est vraiment, on en fout partout, ça tâche de... Non, je ne peux pas te laisser dire des bêtises tu verras comme une ça, belle photo de Patrick Mulan en train de le faire. Alors d'accord, alors Patrick Mulan, mais c'est comme quand on peint un plafond, c'est pareil. Ah oui, je ne sais pas faire non voilà, plus. D'accord, ok. Et puis il y a un côté nostalgique aussi à ce blanc. C'est vrai que moi j'aimais bien avoir le verger de mes grands-parents qui étaient tous blancs, parce que dans le temps on faisait ça pratiquement systématiquement, et donc c'est joli, ce blanc au fond des bois. Oui, bon, pourquoi pas, nous on l'avait fait, l'arbre en a crevé, enfin je sais pas, il a crevé de ça, mais en tous les cas... Ah bah si t'en as mis partout après, non, juste sur normal. Le tronc. Non, parce que l'idée c'est quoi? C'est d'empêcher notamment les kématobies de venir. Les kématobies, c'est après des chenilles qui mangent pas mal de choses. Ça élimine aussi généralement les carpocapes. Normalement, il y a quand même un véritable intérêt. En tous les cas, je peux dire à Frédéric... il n'a qu'à essayer de voir sur les sites français les marques Solabiol, Pelleton, entre autres. L'Homme le Fort. Ouais. Je crois que c'est la même chose, Pelleton et l'Homme le Fort. J'ai vu les deux. Oui, non, mais c'est peut-être le même propriétaire. Oui, c'est ça. Donc tout ça, voilà, on le trouve vraiment très, très facilement. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Nous allons nous évader. On a déjà été en Australie, on a déjà été un petit coup à Madagascar dans les rubriques précédentes, mais là, on va aller plutôt vers l'Asie pour découvrir des arbres, oui, je peux dire des arbres phénomènes, que l'on appelle couramment les banyans. Le banyan étant un nom qui vient des marchands hindous qui dressaient
leurs édifices sous la frondaison de ces arbres, qu'on appelle aussi dans d'autres pays multipliants. C'est un truc de fou, hein. Je ne connaissais pas du tout. Oui, j'ai vu ton document, donc je me disais, je vais regarder quand je vais taper Bagnan sur Internet. C'est un truc de malade, c'est des arbres de fou. C'est des arbres qui sont donc tous des ficus, des cousins de nos figuiers, et qui ont la particularité, le mot multipliant est assez intéressant, de pousser un peu, d'ailleurs on vous avait raconté l'histoire des figuiers étrangleurs, ils poussent de la même façon. Le Bagnan, lui, va développer des racines aériennes en permanence qui tombent jusqu'au sol, qui s'enracinent et qui permettent à l'arbre de s'agrandir quasiment à l'infini. Il y a des bagnans qui recouvrent un village. Ça arrive. Le plus grand bagnan que j'ai pu voir, il était au jardin botanique de Peradeniya à Sri Lanka. Attention, c'est le Ficus benjamina, celui-là. Ah oui, celui qu'on a comme plan d'appartement. Heureusement qu'il ne fait pas ça à la maison. Voilà. Alors, il y a une légende, là c'est beaucoup exagéré, mais qui voudrait qu'Alexandre le Grand ait effectué un bivouac sous un bagnan qui aurait abrité ses 7000 hommes. Ah ouais, ça fait du monde. Hein. Ça fait 7000 mètres carrés, c'est crédible ou pas? Ils étaient peut-être serrés. Oui. Nous sommes, je vous disais, dans les ficus. Les bagnans, c'est surtout Ficus bengalensis, qui est un figuier magnifique et qui est l'arbre de Bouddha, vraiment l'arbre vénéré en Asie. En Amérique centrale, on a Ficus pertusa. En Australie, on a Ficus macrophylla. En Chine, on a Ficus microcarpa, de même qu'en Malaisie. Et puis, il y a quand même tous les bagnans étrangleurs, comme les Ficus citrifolia, etc. C'est 800 espèces, c'est dans la famille des Moracées, il y a 1400 espèces. Pour les hindous, les bouddhistes, c'est donc l'un des arbres les plus vénérés sur Terre. Parce que ce bagnan symbolise l'unité des cultures. C'est-à-dire que tout le monde peut se retrouver sous le bagnan et on s'y sent bien et on n'a pas envie de se disputer. Et l'unité des cultures, des civilisations, des religions, et il y en a pratiquement à l'entrée de chaque temple, que ce soit des temples hindouistes ou des temples bouddhistes, et on dit donc que Bouddha se serait assis à l'ombre du ficus et qu'il serait resté pendant 6 ans à méditer, et il aurait développé toute sa philosophie sur l'existence pendant ces 6 ans. Et chez les hindouistes, c'est la Trinité, parce que Vishnu est le tronc, Brahma les racines et Shiva les branches. Shiva qui est le dieu, il a plein de bras. Dans le film Avatar, finalement, l'arbre maison viendrait sans doute de cette logique. Non mais c'est Cameron qui avait fait ce film-là. Il s'est inspiré forcément dans sa créativité de choses qui l'avaient impressionné, qui existaient, puis il les a magnifiées à sa manière, mais effectivement, un bagnan, ça a quelque chose presque d'irréel quand on voit. Parfois même, on n'a pas conscience qu'on est sous un seul arbre. On a l'impression que c'est une sorte de groupement végétal. Celui du Jardin botanique royal à Calcutta, on dit qu'il couvre 15 000 mètres carrés. Donc c'est une forêt. Donc on peut mettre 7000 hommes dessous, 15 000 mètres carrés. Ça rentre, mais oui. C'est pas une légende. En Inde, je pense qu'en Inde, il y a vraiment des très 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 gros. Parce que c'est un arbre, quand on le regarde, l'écorce est gris pâle. C'est assez particulier puisque du coup on voit bien les racines qui tranchent bien avec les feuilles. Au départ, il est érigé et puis comme je vous disais, donc les racines descendent et il se multiplie comme ça, donc il devient très très étalé. Et à quoi servent toutes ces racines? Eh bien c'est essentiellement à absorber l'humidité de l'air puisqu'il a besoin vraiment d'une forte humidité. Et mon conseil pratique cette fois, c'est si vous avez un Ficus benjamina potentiellement bagnan dans votre maison, vous allez constater qu'il fait des racines aériennes. Parfois, elles sont assez fines. Ne les éliminez pas. On nous pose souvent cette question. Ah, il y a des racines comme ça qui pendouillent, est-ce que je les coupe? Non, elles servent énormément à la plante. Donc, ce sont des arbres qu'il faut... Oui, il faut les vénérer, il faut essayer peut-être d'aller les voir un jour ou l'autre. Vous en verrez des plus petits, mais à chaque fois, quand même, je trouve que ces formes, avec ces racines qui descendent, qui sont tentaculaires, on dirait presque une pieuvre végétale, ça mérite quand même d'être regardé, d'être admiré, d'être respecté aussi. Et puis, on peut faire des très belles photos parce que vous pouvez vous glisser entre les racines, vous pouvez vous prendre pour Tarzan. Enfin, il y a des tas de petites choses rigolotes à faire.
avec les Bagnans. Ça sera sur cette phrase que se terminera notre émission. J'espère que vous l'avez suivi avec plaisir. On a beaucoup de plaisir à vous la préparer, à vous la faire, à essayer de se dire tiens, on va faire tel type de sujet, on va essayer de les intéresser sur autre chose aussi que les choses terre à terre. Il y a les conseils de base des jardiniers, il y a Roland pour vous les donner. Roland, on se retrouve quand ? Bonjour Patrick. On me retrouve la semaine prochaine déjà. Oui. Un peu sur France Bleu, un peu sur les réseaux sociaux. Allez voir son Instagram, il fait plein de photos. Puis bon, il a vraiment une tête d'acteur et il vous fait rigoler tout le temps. Il y avait Stéphane à la manette, là, il nous fait toujours le son. Très très sympa et puis très bon son. Miguel, t'es serein derrière ses caméras. Vous allez voir. On a préparé d'ailleurs, enfin il a préparé, parce que c'est lui qui a eu l'idée, de nous faire une nouvelle présentation, des choses qui bougent différemment. On avait évidemment Nicole qui était avec nous aujourd'hui, elle était derrière la caméra, et Nicole elle est toujours accompagnée de notre mascotte qui s'appelle Perle, et qui avec Roland vous dit à la semaine prochaine, et bienvenue au jardin.